Merci de nous retrouver pour Bourse Live Les Rencontres avec ce nouveau webinaire dédié à Vatel Capital. Nous allons nous intéresser aux fonds communs de placement dans l'innovation, les FCPI. Et puis dans la seconde partie de l'émission, nous allons faire un gros plan sur un fonds innovant qui permet d'investir sur les terres agricoles françaises. Et pour en parler, j'accueille Mathieu Lambert. Bonjour Mathieu. Bonjour Marie-Laure. Merci d'être avec nous. Vous êtes directeur général délégué de Vatel Capital, qui est donc une société de gestion indépendante spécialisée dans l'investissement dans les PME françaises et pas seulement, également dans les actifs naturels, c'est-à-dire les forêts et les terres agricoles. Et évidemment, vous êtes partenaire de Boursorama. Oui. Donc Mathieu, Vatel Capital propose aux clients Boursorama d'investir dans les FCPI Dividende Plus. Ce sont des fonds qui ont vocation à financer des sociétés innovantes. Alors pour commencer, on va faire un petit peu de pédagogie pour ceux qui nous regardent. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est un FCPI et comment ça fonctionne ? Oui, sans problème. Merci de votre invitation et bonjour à tous. Donc effectivement, nous on est très très heureux de proposer aux clients de Boursorama d'investir dans l'innovation en France et depuis maintenant 15 ans. Ça fait 15 ans qu'on travaille ensemble et on fait ce job-là à travers une gamme de fonds qu'on appelle, donc vous l'avez cité, Dividende Plus. Donc ces fonds, ce sont de type on appelle ça des FCPI, donc c'est un acronyme qui ne peut pas forcément renvoyer quelque chose. Quand on descend un petit peu en dessous, on comprend tout de suite, puisque ce sont des fonds communs de placement dans l'innovation. Donc ce sont des typologies de fonds qui vont avoir vocation effectivement à aller investir sur des sociétés innovantes. Alors ce n'est pas un dispositif nouveau, hein. L'aspect innovation ne renvoie pas à la catégorie de fonds, mais plus à ce qu'on y trouve à l'intérieur, puisque ce dispositif a été mis en place il y a maintenant 26 ans, en 1997, déjà à l'époque pour essayer de convaincre les épargnants que nous sommes tous d'aller financer l'innovation en France à travers des véhicules de type fonds, avec en contrepartie des avantages fiscaux sur lesquels on pourra évidemment revenir. Voilà. Très bien, on reviendra effectivement sur les avantages fiscaux. Il faut préciser que ces fonds, ce ne sont pas des fonds perpétuels, ils ont une durée de vie particulière. Oui, c'est ça. Alors, c'est des fonds qui ont deux caractéristiques fortes dans leur durée de vie, c'est-à-dire qu'on va fonctionner ce qu'on appelle en millésime. Hein. Donc, ce n'est pas du vin, mais c'est des millésimes. Donc, chaque année, on va proposer un nouveau millésime de fonds. Pour autant, la stratégie à l'intérieur reste la même, d'aller financer l'innovation. Et la deuxième caractéristique, ce sont des fonds dits auto-liquidatif. En l'occurrence, pour la gamme Dividende Plus, nos FCPI que nous proposons, au bout de 6 ans, en fait, le client se retrouve remboursé de manière totalement automatique. Il n'a pas d'opération à mener pour ce faire. Voilà. D'accord. Donc, dans ce sens-là, ce n'est pas perpétuel, ils ont une durée de vie bien fixe. Alors très concrètement, en quoi est-ce que le FCPI Dividende Plus permet de financer l'innovation finalement ? Oui, alors un FCPI, on appelle ça aussi communément un fonds fiscal, puisque derrière la loi de 97 qui a vu la naissance de ce type de fonds, l'idée c'était de convaincre des épargnants de diversifier leurs placements en mettant un petit morceau de leur épargne dans ce type de fonds. Et en contrepartie, en fait, on a octroyé aux clients des avantages fiscaux qui permettent de les motiver quelque part à aller vers cette classe active qui revêt un certain niveau de risque, on pourra y revenir. Donc un FCPI est vraiment un fonds dans lequel on va investir une multiplicité de lignes, donc on va aller faire l'acquisition de parts d'entreprises que l'on va loger à l'intérieur. Pourquoi innovante ? Parce qu'on a des contraintes qui portent sur nous, l'investisseur, pour respecter en fait ce quota fiscal et donc ne pas faire perdre l'avantage fiscal à un investisseur. On doit aller nous cibler des entreprises qui, dans leur fonctionnement, vont avoir un côté innovant. Donc ça se traduit par des choses très très concrètes. Par exemple, c'est un budget de recherche et développement qui correspond à 15% des dépenses. Pour vous donner un exemple très concret, qui démontrent de par leur activité, la création de nouveaux produits ou services, je dirais un caractère là aussi innovant. Et l'innovation, c'est pas forcément de la techno, c'est pas forcément du numérique. On peut aussi innover dans la manière dont on est organisé, la manière dont on distribue, et évidemment dans son bien ou son service proposé. Alors ce qu'on a envie de savoir, Mathieu, maintenant, c'est quels sont concrètement, est-ce que vous avez des exemples de sociétés que vous accompagnez, dans lesquelles vous investissez ? Je crois que ce sont uniquement des sociétés cotées en bourse et qui travaillent sur des thèmes comme les énergies alternatives, la santé ou encore le monde industriel français. Vous pouvez nous en dire un peu plus ? Oui, c'est ça. Donc un FCPI va lever de l'argent, comme on dit un peu brutalement, et donc va déployer cet argent dans des activités qui sont éligibles, donc avec les critères que j'évoquais. À maturité, un FCPI va se composer d'une grosse vingtaine de lignes, pour situer un petit peu. Pour vous donner des exemples très précis, j'ai
pris le parti de vous présenter 2 entreprises, hein, donc ce n'est pas forcément symptomatique, mais au moins ça permet de matérialiser. Une première société qui s'appelle Osmosis, qui n'est pas forcément très connue du grand public. Osmosis, c'est une PME française, puisque nous, on est plutôt investisseurs d'entreprises françaises, qui a été créée en 2005, donc on ne parle pas d'une start-up, hein, qui est basée dans le sud de la France, dans l'Hérault, pour être très précis, qui a une centaine de salariés, et dont l'activité, en fait, historique, c'est d'équiper en borne Wi-Fi ce qu'on appelle des zones blanches qui ont des fréquentations saisonnières. Donc ça peut renvoyer à des organismes type camping, résidences de vacances, etc., qui ne sont pas toujours, ça peut paraître étonnant en 2024, mais vous avez encore des zones blanches, notamment qui sont très fréquentées dans des périodes estivales, où là, il y a nécessité d'offrir donc, ce service. Donc c'est tout le job d'Osmosis, et nous, on était rentrés au capital lors de leur introduction en bourse en 2019, et on a accompagné la société dans le cadre de différentes phases de croissance, dans 2 objectifs. Un premier objectif qui était d'internationaliser leur marché, puisqu'ils étaient très bien présents, très bien implantés en France. Il y avait cette velléité de vouloir aller dupliquer le modèle à l'étranger. Donc là, besoin de capitaux. Donc on a œuvré là-dessus. Et également de, pourquoi pas, faire de la croissance externe. C'est du reste ce qui a été matérialisé en rachetant un de leurs équivalents au Royaume-Uni, qui a été très, très bénéfique pour l'entreprise, puisqu'aujourd'hui, 15 ans après leur création, c'est un peu plus de 2500 sites en France et en Europe qui sont équipés par cette belle entreprise Osmosis. C'est à peu près 30 000 bornes, hein, donc c'est quelque chose de relativement conséquent. Et c'est aussi la capacité pour Osmosis, maintenant qu'ils ont quelque part pris place dans ces lieux de villégiature, de dupliquer le modèle avec des boîtiers à clés automatisés, tout un panel de services de sécurité notamment dans ce type d'établissement. Donc c'est un bel exemple aussi d'investissement, puisque l'entreprise vient d'être achetée par un plus gros du secteur, une société basée à Lyon, donc c'est un Français qui rachète un Français, c'est suffisamment rare pour le souligner, et donc la société vient d'être achetée tout récemment. Voilà, ça c'est un premier exemple typiquement de PME qui innove et qui peut être accompagné par des FCPI. Est-ce qu'on peut parler de success story pour cette PME? Alors pour celle-ci, oui, puisque ça s'est terminé par le Graal, c'est le rachat, donc avec un multiple de valorisation qui fait que effectivement c'est plutôt bénéfique pour les véhicules dans lesquels on a logé la participation. Donc là c'était un choix judicieux en l'occurrence. C'était plutôt un choix judicieux, donc je ne suis pas en train de dire que nous faisons que des choix judicieux. Mais celui-ci en l'occurrence, là, mais celui-ci l'était. On a accompagné également, pour vous donner un autre exemple, une société qui s'appelle Lexibook, là pour le coup qui est un petit peu plus connue des clients de Boursorama, qui est pareil, donc c'est vraiment une PME, donc on est vraiment dans cette thématique-là, qui est basée elle en région parisienne, qui existe depuis 1986. Lexibook, on a tous plus ou moins entendu parler de cette structure. Et Lexibook, son job, c'est de créer, de produire des solutions électroniques de divertissement. Donc ils ont beaucoup de verticales, donc c'est des produits électroniques, des jeux et des jouets, etc. Et donc notre présence au capital de Lexibook, là aussi sur plusieurs phases, avait notamment un objet, c'était de développer la vente en direct et la vente en ligne, ce qui a été un franc succès, puisqu'aujourd'hui c'est une société qui reste une PME. On ne peut pas tous devenir une très grande entreprise, mais qui fait plus de 50 millions aujourd'hui de chiffre d'affaires, qui est vraiment une jolie success story, alors qui se traduit moins dans la performance des véhicules dans lesquels on a logé la participation, mais malgré tout qui reste une bonne opération. Voilà. Donc là, vous avez maintenu une participation dans cette société, vous y êtes encore? Oui, absolument. Donc nous, c'est aussi une des caractéristiques de notre faculté à investir, c'est qu'on investit dans le temps, et on n'est pas là pour faire des coups, même si on reste opportuniste évidemment aux opportunités, c'est très clair, mais on peut être amené à accompagner, c'est typiquement le cas sur Osmosis, où on accompagnait l'introduction en bourse, donc il y avait besoin de soutien à l'introduction en bourse, et on a par après réalisé de nouveaux investissements pour accompagner la croissance de l'entreprise. Est-ce que vous avez d'autres exemples de sociétés dans lesquelles vous avez investi, qui ont rapporté au fond, qui ont connu vraiment une belle croissance, une belle réussite? Oui, alors on a beaucoup d'exemples. Vous parliez tout à l'heure du monde de la santé. On a investi notamment dans une société que tout le monde connaît sans le vouloir, qui s'appelle Novacite, dont le métier, c'est notamment travailler sur les tests in vitro. On en a beaucoup subi les conséquences à l'occasion du Covid, par exemple. On était investisseur très très tôt dans cette entreprise qui a connu un parcours boursier tout à fait flamboyant. Voilà.
Alors Mathieu, on en parlait en début d'émission, je crois que l'épargnant a aussi une réduction d'impôt sur le revenu quand il verse de l'argent sur le fonds. Comment ça marche? Oui, sur les FCPI spécifiquement, il y a deux avantages fiscaux. En contrepartie, un risque pris et d'une période de blocage de 6 ans que je l'évoquais tout à l'heure. Donc il y a un avantage fiscal, c'est-à-dire que lorsque vous souscrivez à ce type de fonds, vous avez une réduction d'impôt qui est à hauteur de 18% en 2024. Donc je souscris 10 000 euros à un FCPI, j'ai 18% de 10 000 euros, donc 1 800 euros, qui viennent directement s'impacter sur le montant à payer aux impôts. Donc on parle bien là de réduction d'impôts, on n'est pas sur la déduction d'assiette imposable. Je précise le point parce que ce n'est pas toujours bien compris. Et le deuxième avantage qu'on oublie souvent, c'est quand le fonds va se dénouer, je le disais, c'est des fonds auto-liquidatifs, bien quand le fonds va le dénouer quand il y a des plus-values, ce qui est le cas dans quasiment 100% des cas pour nous, la plus-value ne sera pas frappée de la flat tax comme c'est le cas pour une valeur mobilière qu'on va céder dans son compte titre. On n'aura que les prélèvements sociaux. Donc là aussi, en matière d'impôt sur les plus-values, il y a un régime de faveur au profit des FCPI. Donc c'est assez intéressant finalement pour l'épargnant. Oui, exactement, exactement. Très concrètement, quel est le retour sur investissement pour l'investisseur, pour l'épargnant? Est-ce que vous avez quelques chiffres à nous donner? Oui, donc nous, on n'est pas à notre coût d'essai sur les FCPI. Donc le FCPI qui est disponible en ce moment à la souscription sur le site Boursorama, c'est le FCPI Dividende Plus numéro 11, puisque j'évoquais la notion de millésime. Alors comme son numéro ne l'indique pas, le FCPI Dividende Plus 11, c'est le 16e, parce que les tout premiers ne s'appelaient pas Dividende Plus, ça je passe là-dessus rapidement. Mais historiquement, nous aujourd'hui, on a remboursé 11 FCPI aux investisseurs. Vous l'avez compris, c'est auto-ligatif, donc ça se rembourse. Sur ces 11 fonds qui ont été remboursés intégralement, 10 l'ont été en plus-value, hors avantage fiscal évidemment. Donc on est dans cet univers-là aujourd'hui plutôt des jolis playmakers, et donc on va essayer de continuer à le faire. Alors pour finir sur cette thématique des FCPI, si moi demain je veux souscrire un FCPI Dividende Plus auprès de Vatel Capital, très concrètement, voilà, quelles sont mes démarches? Qu'est-ce que je dois faire? C'est pas hyper intuitif. On a petite phase d'amélioration, je pense aller chercher là-dessus. En fait, il suffit quand vous êtes connecté en tant que client, vous allez dans les produits de bourse, ensuite OPCVM, et vous avez une sous-rubrique d'OPCVM qui s'appelle FIP et FCPI, FIP étant les cousins des FCPI que vous trouverez au même endroit. Et là, vous avez un parcours de souscription qui, derrière, une fois que vous êtes arrivé, est relativement simple à accéder. D'accord. Voilà. Bon, merci beaucoup pour ces explications sur cette première partie d'émission. On va enchaîner avec une autre thématique. On va continuer de parler d'innovation, mais cette fois-ci à travers un produit différent et totalement nouveau, l'unité de compte SC Terre Invest. Il s'agit d'un fonds donc proposé par Vatel Capital qui permet d'investir sur les terres agricoles à travers son contrat d'assurance vie. Mathieu, est-ce que vous pouvez tout d'abord nous expliquer les caractéristiques de ce fonds et puis nous dire aussi peut-être quand est-ce qu'il a été créé? Oui, alors c'est le nom du fonds, donc c'est SC Terre Invest pour Société Civile Terre Invest, qui a été créé il y a un peu moins d'1 an. Et Terre Invest, c'est ni plus ni moins que le premier fonds d'investissement en terres agricoles françaises disponible dans l'assurance vie et les PER. Voilà, si je devais le résumer. Donc totalement innovant. Voilà, c'est le tout premier fonds du genre, et donc sa stratégie, elle est très simple, et je pense que c'est aussi un de ses atouts. L'objet de Terre Invest va être d'acquérir des terres agricoles en France, nous on reste vraiment sur le territoire français, dans l'objectif notamment d'y installer, de favoriser l'installation de jeunes agriculteurs. Parce que ce n'est pas forcément évident quand on est agriculteur, qu'on n'a pas hérité d'un terrain familial, d'une exploitation, de pouvoir s'installer. La question du foncier est fondamentale, et c'est justement pour remédier à ces problèmes que vous avez décidé de créer ce fonds, c'est bien cela? Oui, exactement, donc c'est un projet qu'on a mûrement réfléchi, pensé. Nous, ça fait une petite dizaine d'années qu'on est présent dans l'écosystème agricole avec différentes initiatives, et depuis un peu plus de 2 ans, on a travaillé à mettre sur pied ce projet de fonds. On est vraiment très très content de l'avoir fait, et ce qu'on souhaite faire ressentir à travers cette solution de placement, c'est que le monde agricole en France est clairement une force. On a souvent tendance à vouloir un petit peu se flageller en France et voir le verre à moitié vide. Il y a une chose dont on est riche en France, c'est des terres agricoles. Les terres agricoles en France, c'est à peu près 40%
des sols de la France hexagonale, donc c'est à peu près 26 millions d'hectares. Ces 26 millions d'hectares, ils ne sont pas là pour rien. Ces 26 millions d'hectares, à la fois c'est de l'emploi. Le monde agricole en France, c'est à peu près 700 000 emplois hors saisonnier, donc c'est pas rien. C'est un contributeur positif, en tout cas pour ce qui est du céréalier, à la balance commerciale française. Souvent on cherche des poires pour la soif de ce point de vue-là, et bon, on a cette capacité avec le monde agricole. Et puis ça nourrit le tout un chacun. Les 26 millions d'hectares qui sont exploitables en France, la moitié de la production je dirais, des denrées issues de cet univers agricole finissent dans nos assiettes. Donc c'est quelque chose qu'il faut savoir, identifier, en prendre conscience, et puis identifier aussi les limites de cet exercice. Le monde agricole, je crois qu'on l'a vu avec les événements récents, fait face à un certain nombre de défis. Donc c'est aussi l'objet de notre projet, puisque à travers l'artificialisation des sols, on en parle souvent, donc on parle parfois de 20 à 30 000 hectares par an qui disparaissent au profit des routes, des écoles. Donc l'idée pour nous n'est pas de juger ce mouvement, mais c'est de constater que quand on détruit une terre qui est exploitable, ce n'est pas quelque chose qui est remplacé et qui pourra de nouveau produire des biens. Par ailleurs, on a aussi, ça a été beaucoup relaté par nos amis agriculteurs, vous avez une problématique de renouvellement des générations qui est très forte. Le chiffre, il est assez éloquent, c'est 40% des agriculteurs aujourd'hui en place qui vont exercer leur droit à partir à la retraite, parce qu'ils ont aussi le droit de partir à la retraite, dans les 10 ans qui viennent. Et puis, il y a une problématique économique. S'installer, c'est coûteux. Acheter son matériel, entretenir, développer son exploitation, ça représente un coût. Et un jeune qui souhaite s'installer, eh bien, il a besoin de soutien. Donc c'est le rôle des banques qui font leur job de financement. Eh bien, c'est également le rôle de Terre Invest, et c'est tout l'enjeu ici, c'est d'aller donc acquérir des terres et les mettre, on appelle ça en fermage, c'est-à-dire en location, au profit de jeunes qui souhaitent s'installer. Donc si je comprends bien, vous souhaitiez proposer un investissement qui a du sens et en même temps qui rapporte, c'était ça un petit peu l'idée? Exactement, l'idée c'est de parler à deux cervelets, je dirais, de l'investisseur, son côté démarche très citoyenne, souveraine autour de l'investissement agricole, puisqu'on peut se faire du bien aussi en investissant dans quelque chose de nouveau. Et c'est ce qu'on a essayé de proposer ici avec cette valeur. Et puis, on a le deuxième cervelet qui reste celui de l'investisseur, c'est OK, mais alors, où est mon risque? Quel est le rendement que je peux attendre de cet aspect-là, de ce véhicule-là plutôt? Et c'est là-dessus, c'est à ça qu'on a voulu très concrètement répondre. Alors justement, le rendement, comment ça se passe? Sur quoi est-ce que ce fonds peut rapporter à l'épargnant? Est-ce que c'est sur la revente du foncier que vous avez acquis? Comment ça se passe? Voilà, donc la performance, il faut l'adosser à un niveau de risque. C'est toujours comme ça qu'on raisonne quand on parle de placement financier. L'objet du fonds, pour parler de l'aspect sécuritaire, qui est quand même très important, sera d'acheter uniquement des terres. Donc nous, on a tous en tête ce que c'est qu'une ferme, il y a du bâti, il y a du matériel, donc nous, on reste étranger à tout ce qui pour nous porte du risque. Le risque, c'est du matériel parce que ça se déprécie. Le risque, c'est du bâti parce que il faut le mettre aux normes, il faut l'entretenir, etc. Donc nous, on va vraiment, ce véhicule va acheter uniquement les terres exploitables. Donc du point de vue du risque, c'est très important de comprendre ça. En face, la performance, elle va pouvoir se construire de deux éléments. Vous avez la revalorisation de votre patrimoine foncier, c'est-à-dire des terres dont vous avez fait l'acquisition d'un véhicule, qui vont s'apprécier dans le temps. Historiquement, c'est à peu près 3% par an de revalorisation sur vraiment la valeur du foncier en tant que tel. Là où c'est intéressant, c'est que le marché des terres agricoles en France est très administré. Vous avez des organismes avec qui on travaille très étroitement, qui s'appellent les SAFER, qui sont là pour, quelque part, contraindre les prix et éviter les envolées capitalistiques autour d'un actif qui est d'intérêt général, vous l'aurez compris, pour nourrir le tout un chacun. Et donc le résultat, c'est que du point de vue de la valeur d'une terre exploitable de belle qualité en France, quand on la compare avec un marché non régulé comme nos voisins européens par exemple, on est entre x2 et x3 moins cher en France. Donc l'idée pour nous, c'est évidemment pas de dire à l'investisseur
vous inquiétez pas, on va faire x2, ce n'est pas l'esprit. Mais ce 3% de revalorisation qu'on a eu depuis 20 à 30 ans constaté, ce n'est pas délirant de se dire qu'on va pouvoir le dupliquer dans le temps. Ça, c'est le premier moteur. Le deuxième moteur, puisque c'est terre, on va les louer, on va installer un jeune, comme on disait. Donc, on va mettre en place ce qu'on appelle un bail rural. Donc, un bail rural, il respecte à la fois le droit de la vie, le droit privé, mais aussi le droit rural. Le bail rural, il a deux caractéristiques qui sont super importantes. Déjà, il est long. Un bail rural, c'est 18 ans, 25 ans, voire ce qu'on appelle des baux de carrière. Donc pour nous, en tant que fonds, en tant que propriétaire terrien, on a face à nous une contrepartie longue. Donc ça, c'est très intéressant pour, encore une fois, le cervelet de l'investisseur. Et puis, un bail rural, il a une caractéristique, c'est qu'il est indexé sur un indice national. Donc on ne peut pas faire ce qu'on veut, on ne peut pas mettre le prix qu'on veut. Il y a un indice national. Et cet indice national, il est pour partie indexé sur l'inflation. Donc quand on a des poussées inflationnistes, comme on l'a vécu par exemple en 2022-2023, en fait ce deuxième moteur de performance va accompagner en fait les pressions inflationnistes. Okay. Donc c'est comme ça en fait qu'on peut imaginer la performance de ce véhicule. Donc si je concasse un peu tout ça, ce qu'on vend, ce qu'on met sur les documents, c'est que il faut l'ambitionner sur du long. Oui, c'est ce que je voulais vous demander, quelle durée d'investissement pour... Voilà, c'est du placement 8-10 ans. 8-10 ans, oui, d'accord. C'est sur le long terme. Si on permet la liquidité dans l'enveloppe d'assurance vie, là-dessus il n'y a pas de souci, mais il faut quand même l'envisager sur du long, puisqu'on installe des gens, des agriculteurs, c'est pas pour quelques mois. Et en termes de performance, sur cette même échéance, on peut en attendre du 5% brut à peu près annualisé, évidemment, ce qui fait en net de frais de gestion à peu près 3,5%. Voilà, ce qui fait qu'on a un joli mix entre la sécurité d'un côté, même si ce n'est pas garanti, évidemment, il faut le dire, et le rendement qu'on peut attendre au-delà du côté je veux donner un certain sens. Voilà. Alors, même question que pour les FCPI. Donc on l'a dit, c'est le premier fonds d'investissement en terres agricoles françaises éligible à l'assurance vie et au PER. Mais concrètement, comment faire pour y souscrire ? Oui, donc il y a un gros boulot qui a été fait par les équipes de Boursorama et je les remercie beaucoup pour ça. Donc aujourd'hui, le véhicule est disponible dans tous les contrats disponibles sur la plateforme Boursobank, à savoir le vaisseau amiral Boursorama Vie, que tous les clients Boursorama connaissent. Dès 25 €, vous pouvez investir et mettre un petit lopin de terre française dans votre allocation d'épargne. Et également dans les contrats ex-direct vie pour les clients anciennement ING ou sur lequel le véhicule est également disponible, là aussi à hauteur de 25 €, donc c'est relativement facile de mettre un petit peu de ce fonds-là dans ces enveloppes. Et puis, la belle nouvelle, c'est que dans les semaines qui arrivent, le PER Matelas se verra également doté donc, de l'offre Terrinvest, puisque très prochainement, certainement à l'été, le Terrinvest sera également disponible dans le PER Matelas. Voilà. À quel profil d'épargnant est-ce que ce fonds s'adresse selon vous ? Est-ce que vous avez réfléchi à cette question ou est-ce que ça s'adresse à tout le monde ? Oui, alors dans l'absolu, il faut déjà avoir un contrat d'assurance vie pour loger cet actif. Je crois que le plus important, c'est le sens qu'on peut donner à son épargne. On a aujourd'hui beaucoup d'investisseurs, nous on est amené aussi à en rencontrer, qui par le jeu des médias, des réseaux sociaux, sont beaucoup plus informés qu'à une certaine époque. Et on ne peut pas les embobiner avec des taux ou des stratégies qui sont parfois un peu avec beaucoup d'anglicisme qu'on ne va pas forcément comprendre. Et je pense que c'est vraiment un atout de cette offre-là, c'est que c'est un fonds assez simple qui va parler à peu près à tout le monde. On est tous de près ou de loin issus du monde agricole en France et on est tous aussi des épargnants. Et donc l'idée pour nous, c'est de faire un petit peu se rejoindre ces deux univers-là en ayant une démarche un petit peu citoyenne, mais sans oublier le fait que les deniers que je place, que je mets un peu à gauche, il faut aussi que ça rapporte et il faut aussi que je puisse sécuriser mes placements. Donc je pense que c'est vraiment à la quête de quelqu'un qui va vouloir à la fois avoir une poche défensive de son placement et puis avoir le sentiment de se faire du bien en finançant notamment l'installation de jeunes. Voilà. Alors vous le disiez, les investisseurs sont plus avertis qu'avant sur le plan financier. Complètement. Complètement. Nous, c'est quelque chose qu'on constate et du reste, toute l'économie, l'écosystème des fonds le constate puisque on le voit, il y a de plus en plus de fonds dits thématiques, ce qui permet en fait à un investisseur de se raccrocher en fait à très clairement, moi ce qui m'intéresse c'est d'investir dans l'eau, c'est d'investir dans l'agriculture, dans les forêts, on l'évoquait aussi, c'est quelque chose qu'on fait. Donc ce besoin-là, il n'est que la traduction en fait
de la compétence du client qui s'apprécie. Et je crois que des sites d'information financière comme Boursorama y contribuent aussi. Donc c'est très bien. Maintenant, on veut savoir où on met les pieds, on veut savoir dans quoi on investit. Exactement. On veut faire ses propres choix et c'est bien normal. C'est bien normal, voilà. Pour conclure cette émission et prendre un petit peu de hauteur sur cette thématique, est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi aujourd'hui c'est fondamental quand on veut investir, d'investir dans l'innovation? Oui, alors c'est vrai que le terme innovation parfois fait un petit peu peur et ça renvoie à la révolution numérique qu'on vit depuis une quinzaine d'années. Nous, chez Vatel, on est plutôt investisseurs du terroir, donc on peut sembler un petit peu hors scope, mais on peut aussi innover dans sa manière d'épargner, je pense. Et on peut trouver, en tout cas c'est le travail que nous on essaye de faire, de proposer des solutions qui vont, par jeu de l'innovation, permettre à la fois de mieux comprendre ce dans quoi on investit. Je pense que c'est une vraie innovation dans le monde financier. On a trop longtemps eu des fonds qu'on ne comprenait pas. Je trouve que c'est un petit peu dommage. Et puis, c'est aussi dessiner le monde de demain. Quand on parle de renouvellement des générations, par exemple, pour rester sur le monde agricole, ou d'implanter dans des zones blanches des connexions Wi-Fi avec la société Osmosis, c'est aussi rectifier quelque part des biais qui ne sont pas adressés. Donc, c'est aussi notre rôle et on peut le faire en tant qu'épargnant et financer un monde de demain qui, on l'espère, sera toujours plus durable. Merci beaucoup Mathieu pour ces explications. Merci. Restez bien avec nous, le programme continue sur Bourso Live. Prochain rendez-vous à 14h30 pour la table ronde sur l'intelligence artificielle. Bon après-midi à tous.